Nicolas Dumoulin. Tu veux terminer la présentation? Tu m'as déjà présenté. Oui, d'accord, ok, très bien. Ce que j'aimerais bien, c'est parce qu'il y a une connexion très forte entre le PAT, Grand Clermont-Livradois-Forêt, et tes travaux. Donc peut-être, effectivement, mais c'était prévu peut-être, la genèse. 10 minutes. Ouais. 98 diapos, ultra Allez, technique. On se Donc, concentre. effectivement, je vais parler du PAT, Projet alimentaire territorial du Grand Clermont, Livradois-Forêt. Donc, on est les représentants. On peut éteindre la lumière, c'est ça, ouais. On peut éteindre la lumière. Hop. Ah oui. Voilà. Donc, pour ceux aussi qui viennent un peu de loin, ils se demandent où c'est. Ça marche comme ça. Il faut que tu l'allumes. Voilà, tac. Voilà. Donc là, ici, on a Clermont-Ferrand, là, c'est le Grand Clermont, et là, c'est le parc naturel Livradois-Forêt. Pour situer un peu le territoire concerné. Donc, moi, c'est des travaux que j'ai réalisés pendant un an avec Franck Jabot, Sylvie Lardon et Alain Guéringer, qui sont d'autres chercheurs de l'INRAE, donc voilà, notre nouvel institut. Et donc en collaboration étroite, donc avec Jérôme, Étienne et Moira notamment. Donc nous avons tissé des liens très forts au cours de cette année. Donc en fait, ces travaux, c'est l'issue d'une rencontre qu'on avait eue, on s'était rencontrés en 2018. Et donc Étienne nous a présenté donc, ce PAT en cours avec voilà, plein de rencontres, d'échanges entre différents acteurs, enfin un fourmillement d'initiatives et d'idées passionnantes sur la question de la transition alimentaire. Et nous, bon, ça faisait déjà quelques temps que nous, en fait, au laboratoire, on travaille sur les méthodes appliquées pour la modélisation et la simulation des écosystèmes, voilà, de manière large. Et donc, on s'intéressait depuis quelques années sur justement les données agricoles et les données agricoles spatialisées. Donc, quand on a discuté, on s'est dit, voilà, alors là, c'était les premiers résultats du PAT sur le territoire. Et donc, ça faisait figurer, en fait, les objectifs en termes de surface agricole. Donc en vert, en bleu, c'est l'état en 2010, l'état de départ, on va dire, et la cible pour atteindre les objectifs du PAT en intégrant le scénario After 2050 pour le territoire donné. Et donc on avait ces quantités-là pour l'ensemble du territoire. Et nous, on avait nos données sur le bureau et on s'est dit, bah mince, donc ça c'est l'état actuel du territoire en 2016. Là c'est les données 2016. Et à quoi ça pourrait ressembler en 2050 pour atteindre ces objectifs-là? Nous, vraiment, c'était la question. On s'est dit, bah voilà, si on peut faire quelque chose dans le PAT, ça pourrait être ça. Donc du coup l'idée c'était de dire, bah, on prend, donc ça c'est un morceau du parcellaire, hein. Donc c'est vraiment les petites formes, c'est les parcelles agricoles du référentiel parcellaire géographique, donc c'est celles qui sont déclarées. Et pour chaque parcelle, on a les données sur quel type de culture sont pratiquées dessus. Et donc on a la photo à l'instant T, et donc je le redis, voilà, à quoi ça pourrait ressembler en 2050 pour atteindre les objectifs du PAT. En se disant que bah, on aimerait savoir à quoi ça pourrait ressembler, pour aussi avoir des idées sur les contraintes qu'il y a, les contraintes géographiques ou les contraintes agricoles. Donc du coup, là-dessus, en fait, il y a plein de possibilités, bien sûr, hein, parce qu'on va donner ça à travailler à un ordinateur qui va pourrait faire ça de façon bête et méchante, et donc il y a des milliards de combinaisons possibles. Et donc on va essayer de guider ça avec un algorithme d'optimisation. Là, nous, c'est notre métier. Rassurez-vous, je ne vais pas trop vous emmener trop loin là-dedans. Donc l'idée, c'était on a construit un algorithme d'optimisation pour cette problématique-là, et ensuite une application web pour pouvoir explorer les résultats. Donc là, ça c'est le schéma général de fonctionnement de notre programme. Donc on a les données en entrée, on a un scénario qui va faire la génération aléatoire de tous les scénarios possibles au fur et à mesure, et les affiner en évaluant chaque scénario avec des critères. Et c'est là que je vais passer un peu plus de temps. Donc les différents critères, parce que voilà, comme il y a plein de scénarios possibles, l'idée c'est de les discriminer avec des critères qu'on a donc définis ensemble. Donc on a défini 5 critères pour essayer de garder ceux qui seraient les meilleurs au regard de ces critères. Donc le premier critère, c'était la productivité. C'est-à-dire que si on prend une parcelle de prairie et qu'on se dit tiens, là on pourrait faire des fruits et légumes, on va d'abord regarder à quoi ressemble la prairie. D'accord ? Donc pour ça, on a utilisé les données magiques qui demandent à récupérer la valeur cadastrale. Donc on pourrait discuter longuement là-dessus. Mais bon, c'était un proxy qu'on a utilisé pour faire assez rapidement. Et puis les altitudes des parcelles pour avoir des distributions en altitude des cultures adéquates à celles de notre territoire. Donc ça nous permettait d'écarter un peu les scénarios un peu farfelus, quoi, où tous les fruits et légumes passaient à plus de 1200 mètres. Et, voilà.
Vous avez compris l'idée. Et donc le deuxième critère, c'était la proximité, parce que là, on s'est dit, bah, tant qu'à rallouer, on va essayer de favoriser l'implantation des nouvelles cultures proches des consommateurs. Et donc on s'est dit, on va se concentrer sur les légumes, puisque c'est des valeurs qui sont, c'est les produits agricoles qui sont plus consommés de manière brute, et donc avec des transports fréquents, des transports frais. Et donc on s'est dit, l'idée c'est de la répartir, donc de sélectionner les scénarios où la production de légumes est distribuée spatialement de manière la plus adéquate à la densité de population sur le territoire. D'accord ? Donc c'est histoire d'équilibrer la production. Le troisième critère, c'est le critère social. Donc là, on essaie de mesurer l'impact sur les paysannes et paysans qui étaient sur les exploitations de la conversion. Parce que là, on est en train de prendre des parcelles et puis de réaffecter dans une nouvelle culture de manière assez brutale. Et donc, on voulait essayer d'estimer le coût social. Donc là-dessus, on a travaillé sur des matrices de transition, de coûts de transition d'une culture à l'autre, sachant qu'un exploitant sur une parcelle peut avoir d'autres parcelles ailleurs. Et donc du coup, on a regardé si un exploitant faisait déjà, par exemple, des légumineuses sur notre parcelle ailleurs, et ben, du coup, il avait déjà l'équipement. Tandis qu'un exploitant qui faisait par exemple de la prairie, qui n'était pas du tout équipé pour faire un autre type de culture, il y avait un coût de transition supplémentaire. On a pris en compte une minoration, toutefois s'il y a un réseau présent localement. Donc on a regardé dans la commune et le bassin de vie. Si la culture était fortement présente, alors c'était plus facile pour la parcelle d'être reconvertie que dans une zone où la culture était complètement absente. Où là, il y avait vraiment besoin d'un réseau d'expertise, un réseau de transformation, de filières de transformation. Je déroule le quatrième critère, c'est le critère de résilience, où là, on a estimé, on essaie de mesurer la diversité des cultures, pour en fait mesurer la qualité de la répartition de cultures face à l'attaque des agresseurs. Donc voilà, c'est essayer de favoriser la diversité des cultures dans une maille géographique donnée. Et le cinquième critère, la biodiversité. Donc là, vu qu'on a dans le PAT, il y a une diminution des prairies qu'on essaie de ralentir, mais malgré tout, il y a des prairies qui vont disparaître, qui vont être reconverties, revalorisées. Et donc là, l'idée, c'est de mesurer quand une prairie est reconvertie, est-ce que ça casse une trame verte en fait. Tout simplement. On a des corridors de prairies, et donc on mesure les scénarios qui sont défavorables aux corridors de prairies. Donc là, du coup, j'ai défini assez rapidement, pour tenir dans les temps, les 5 critères qui permettent donc de sélectionner, de donner des notes en fait aux différents scénarios générés aléatoirement de réallocation de culture, et qui permettent de classer en fait les scénarios sur chacun de ces critères. Et donc, on fait ça de manière, c'est un algorithme itératif qui tourne pendant quelques jours. Et au bout de quelques jours, on a réussi à sélectionner 2150 scénarios, donc voilà, sur l'ensemble du territoire, 2150 nouveaux scénarios avec des parcelles qui ont été réallouées, et avec chacun des scénarios, des scénarios qui seront plus ou moins bons sur un des critères. Il y en a qui auront été plutôt bons sur le critère proximité, par contre qui auront coupé des corridors de prairies. Donc voilà, donc il y aura des notes variées, donc du coup on a plusieurs critères, et donc l'idée c'était de rendre ces critères explorables en fait par l'utilisateur. Bon après là c'est des détails techniques, je ne vais pas m'apesantir dessus je pense. Donc voilà, et au final, voilà, on a publié ces résultats sous forme d'une carte en ligne, ici. Alors ça nous dit qu'on a, voilà, on n'a pas fait une grande publicité tous azimuts, hein, parce que ça reste un outil, alors pour nous un outil d'exploration de méthodes scientifiques, et puis ça reste un outil de concertation avant tout. Hein, c'est pas comme Parcelle qui a, voilà, on n'est pas encore au niveau de Parcelle. On n'a qu'un an d'expérience dessus. Mais voilà, donc ça, pour nous, la visée de l'outil, c'est vraiment un outil de concertation entre les acteurs. Un outil de plus, voilà, un outil de plus, c'est pas la solution unique, mais un outil de plus pour essayer de donner un aperçu de ce que ça pourrait être. Donc du coup sur l'outil, donc là on a une carte du territoire avec pour chaque hexagone, vous voyez, c'est des petites cellules de rouge d'abeille, on a une couleur qui indique la densité combien d'hectares ont été reconvertis dans une culture. Donc là c'est le rose qui est sélectionné, donc c'est fruits et légumes. Donc là, plus une parcelle est foncée, et plus il y a des fruits et légumes qui sont apparus à cet endroit. Donc là, en haut, on peut sélectionner les types de cultures. À gauche, ici, on a l'échelle de valeur. Et là, on peut activer ou désactiver
des critères. Donc pour voir l'impact d'un critère, est-ce qu'on garde vraiment ce critère en priorité ou est-ce qu'on en met un plus fort que l'autre? Et donc là on peut tester, on peut voir ce que ça donne. Quand on clique sur une alvéole, sur un hexagone, ça nous donne des informations sur voilà, la SAU en fait, qu'il y a à l'intérieur, les communes qui sont couvertes, l'altitude moyenne des parcelles. Donc voilà, juste un petit point technique, voilà, on a discuté un moment sur quelle maille en fait, spatiale on allait utiliser pour rendre les résultats. Au début, on s'est dit bah, si on met toutes les parcelles, c'est un peu risqué parce que les résultats ne sont pas exacts. Donc cibler une parcelle, un exploitant particulier, ça va être trop prescriptif de dire bah, telle parcelle doit être reconvertie, c'est pas ce qu'on souhaitait. L'échelle de la commune, c'est pareil, ça peut être un peu trop lié vraiment aux élus de cette commune. Donc on a fait quelque chose d'un peu plus joli, en faisant des hexagones. Comme autre détail, on a la SAU pour chaque type de culture dans cet hexagone sélectionné. Et puis la moyenne rallouée pour cette culture dans cet hexagone en 2050. Et donc à chaque fois le delta et donc la progression pour un résumé de cette zone géographique. Voilà, je suis à 11 minutes. Donc juste les détails techniques, juste pour dire que s'il y a des informaticiens dans la salle qui s'intéressent, tout le code et comment accéder aux données sont accessibles en ligne sous licence libre. Vous pouvez refaire ça à la maison et puis même l'appliquer à d'autres territoires. Voilà, si vous voulez. Alors, bon, c'est un peu d'huile de coude, mais ça passe quand même. Voilà. Et donc voilà, donc juste pour rappeler, voilà, c'est qu'une tentative de représentation d'une partie d'un système réel. Donc à prendre toujours avec des pincettes. C'est un outil de plus, j'insiste dessus, c'est un outil de plus qu'on essaye de mettre à disposition pour favoriser la concertation entre les acteurs. 11:30. Voilà. Si on avait encore 2 heures d'atelier, on verrait. Merci beaucoup Nicolas. Est-ce que on rend la parole à notre territoire témoin là pour quelques commentaires complémentaires pour dire comment vous avez réussi à utiliser cet outil? Vous l'avez précommandé? On l'a construit ensemble. Oui, c'est un outil qui a été conçu ensemble puisque c'est vrai que comme ça a été dit rapidement, on a fait le choix d'élaborer le projet alimentaire territorial dans le cadre d'une démarche prospective en s'appuyant sur les travaux de Solagro, en déclinant du coup le scénario after 2050 à l'échelle du territoire du PAT. Mais c'est vrai qu'on avait un certain nombre d'acteurs, notamment des élus, qui nous disaient mais oui, alors effectivement, bon, le chiffre un peu phare sur lequel on a beaucoup communiqué, c'était de dire si on veut atteindre 50% de relocalisation des fruits et légumes, il faudrait qu'on reconvertisse 4000 hectares sur ce territoire d'ici 2050. Et du coup, la question c'est, mais quand on parle de ces 4000 hectares, où est-ce qu'on va les prendre, hein, voilà. Alors, on voit bien que l'idée, c'est pas d'avoir une réponse à la parcelle, mais c'est de se dire, il y a peut-être des territoires qui sont plus propices que d'autres à muter vers tel ou tel type de culture. Donc, dans le scénario after, vous avez un gros volet aussi sur le développement des légumineuses. Et donc, c'est pareil, on va les mettre plutôt vers quel endroit. Et l'idée, c'est qu'après, à l'échelle des territoires, des EPCI et même de l'échelle communale, qu'il puisse y avoir des réflexions sur l'avenir de l'agriculture sur notre territoire. Et bien, si on veut rentrer dans le cadre du projet alimentaire territorial, des orientations qui sont prises sur une échelle plus large, eh bien, ça veut dire que notre territoire il a plutôt vocation à aller dans ce sens-là. Et du coup, peut-être à avoir des réflexions pour accompagner la mutation plutôt dans ce sens-là. Voilà. Ok, merci. Donc là, vous êtes en dialogue en regardant effectivement alvéole par alvéole. Oui, alors, et après aussi, on a identifié des limites à l'approche, donc malgré tout, enfin, qu'on a découvert au fur et à mesure, et en se disant, bon, de toute façon, on n'a qu'un an, donc on va essayer de faire une première étape en connaissant ces limites. Donc les limites, il y en a quelques-unes. Il y a qu'on n'intègre pas la ressource en eau, on n'intègre pas la rotation des cultures sur une parcelle, on n'intègre pas la dynamique foncière aussi. Donc on fait des gros a priori, en fait, on fait des grosses hypothèses quand même. Donc ça nous donne un résultat global, mais voilà, nous c'est vrai que dès le départ, on sentait qu'on allait être frustré à la fin, parce qu'en un an, ça va être un peu compliqué. Donc nous, au labo, au risque, on est plutôt habitué à avoir des approches dynamiques et à avoir des dynamiques plus temporelles que juste des instantanés 2010-2050. Et donc nous, on travaille sur une suite pour aller un peu plus loin
intégrer plus de dynamique temporelle, des dynamiques des filières aussi qu'on intègre pas. Voilà, du coup, c'est vrai que l'outil, il est difficile à utiliser seul. Enfin, on ne va pas mettre cet outil dans la main d'un élu, par exemple. C'est vraiment un outil d'animation. Et nous, on a ressenti le besoin de vulgariser un certain nombre d'enseignements de cet outil. Et donc, on a un stagiaire qui arrive au mois d'avril qui va notamment travailler là-dessus. Très bien, merci beaucoup Nicolas, merci Étienne pour ce complément.